13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les journalistes des départements du Koufo et du Mono, désormais mieux outillés sur les questions juridiques au Bénin. Ce mardi 3 septembre, ils ont bénéficié d'une formation sur le fonctionnement de la justice, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du démarrage du projet d'appui à la justice. Lancement de la deuxième édition du championnat national du jeu de balle au tambourin ce mercredi à Ouida, une édition à laquelle participent les catégories juniors et seniors. Et puis, nouvelle journée décisive pour Boris Johnson, le Premier ministre britannique. La Chambre haute du Parlement britannique examine aujourd'hui une proposition de loi, un texte qui pourrait obliger le Premier ministre à demander à Bruxelles un report de 3 mois du Brexit. Merci de votre fidélité. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État. Entre autres décisions prises au cours de ce rendez-vous gouvernemental, les enseignants ayant boycotté l'évaluation diagnostique du 24 août pourront composer à la session de rattrapage du 7 septembre prochain. Patrice Talon et ses ministres accèdent ainsi à la requête des partenaires sociaux. On écoute le ministre Ozad Omeki pour le point. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement BOAD dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des routes Djougou, Peunko, Kéru, Banikwara. Le montant de ce prêt s'élève à 17 milliards de francs CFA et vient s'ajouter aux 107 milliards de francs CFA déjà obtenus de la Banque africaine de développement. Approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. Cette autorité est dédiée au suivi des pratiques et activités utilisant les rayons ionisants à des fins pacifiques, y compris les appareils émetteurs de ces rayonnements et les sources radioactives. Sa mise en place est une exigence de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Elle a pour mission, entre autres, de concevoir, proposer et suivre l'application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire, délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l'atome entrant dans le cadre d'activités médicales, industrielles et de la recherche, du transport des substances radioactives, de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et de toutes sources radioactives. Compte rendu de l'évaluation des enseignants reversés en agents contractuels de l'État pour compter de l'année 2008. Le Conseil des ministres a pris acte du compte rendu de l'évaluation diagnostique organisée le 24 août 2019 au profit des enseignants concernés. Il en ressort que la dite évaluation s'est globalement bien déroulée sur toute l'étendue du territoire national, avec un taux de participation supérieur à 75%, et que la session spéciale, prévue à l'intention des candidats absents pour cause de maladie ou autre raison valable, se tiendra le 7 septembre 2019. Au demeurant, il se trouve que certains enseignants s'étaient volontairement abstenus de prendre part à la dite évaluation, se laissant entraîner par ceux d'entre eux qui prônaient le boycott. Compte tenu des conséquences graves auxquelles ils s'exposent et dans le souci de sauvegarder les emplois menacés, les 6 centrales et confédérations syndicales, ainsi que les représentants des conseils sectoriels pour le dialogue social des 2 ministères concernés, qui ont compris le bien fondé du processus et l'ont soutenu, ont élevé une doléance à l'endroit du gouvernement tendant à permettre à tous les enseignants absents lors de l'évaluation du 24 août d'aller composer au cours de la session spéciale. Le Conseil des ministres, après examen de cette requête, a fait preuve de clémence en accédant à la demande des partenaires sociaux pour donner une dernière chance aux intéressés. À cet effet, il invite instamment tous les enseignants qui n'avaient pas composé le 24 août dernier à se rendre dans les centres de composition qui seront retenus pour prendre part à la session spéciale le samedi 7 septembre 2019.
Ouverture de la deuxième session ordinaire du Comité confédéral national de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Comme à l'accoutumée, les dirigeants de ce syndicat ont fait le point de la situation sociopolitique du Bénin et prodigué quelques conseils au gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble de toute la population béninoise. Au cours de cette session ordinaire du Comité confédéral national, les responsables de la CSTB ont examiné les différentes dispositions à mettre en œuvre afin de rendre plus efficace à l'avenir leur lutte syndicale pour la satisfaction de leurs revendications. Dans la droite ligne de cet objectif, les secteurs à problème ont été détectés. Aujourd'hui, les pertes d'emploi, c'est dans tous les domaines, notamment les domaines qui prennent le plus grand nombre de travailleurs, le secteur du développement rural, la santé et l'éducation. Comme piste de solution à ces problèmes, la CSTB, par la voix de son secrétaire général, Kassamampo, a fait des propositions au gouvernement. On doit nécessairement augmenter le salaire. Le SMIC doit être augmenté. Les salaires doivent être augmentés. On doit diminuer les taxes pour permettre à tous les Béninois de vivre. Le gouvernement doit savoir qu'à la veille de la rentrée, où on n'a pas d'enseignants, on ne peut pas fermer les écoles. On ne peut pas licencier des enseignants. Les enseignants sont en nombre insuffisant. Le gouvernement doit savoir qu'on n'a pas d'agents de santé. Il doit ouvrir les centres de santé. On doit renforcer, on doit recruter le personnel médical. Les centres privés doivent être subventionnés. On ne doit pas fermer les centres. Le gouvernement doit savoir qu'au niveau du développement rural, on doit renforcer les cadres. On doit revoir les sociétés fermées, doivent être rouvertes pour qu'on puisse faire face aux besoins, encadrer la paysannerie. Le gouvernement doit créer les conditions pour que les frontières soient ouvertes. Les frontières doivent être ouvertes. Il faut créer les conditions de collaboration avec les autres États pour que les Béninois se sentent à l'aise. L'ouverture de la dite session a pris fin par le retrait des participants qui se sont constitués en plusieurs groupes de travail. Abordons à présent la problématique de la dot au Bénin. Vous le savez, la dot constitue pour le mariage coutumier en Afrique un pilier essentiel. Il est même inscrit dans le Code des personnes et de la famille du Bénin avec un caractère symbolique. Mais depuis peu, il semble dépasser ce symbolisme pour s'ouvrir à une extravagance qui repousse les jeunes. Reportage. Sabrina et Brice viennent de se dire oui devant Dieu et devant les hommes pour une vie à deux. Mais avant d'arriver à ce niveau, ils sont passés par l'étape du mariage coutumier, encore appelé dot. Mais que peut-on comprendre de la dot? Hilaire Beckmont, sociologue. La dot au départ, c'est quelque chose de symbolique. Certains peuvent prendre simplement de la cola. Certains peuvent prendre simplement un coq ou bien un poulet, une poule, d'accord, pour signifier que c'est l'homme et la femme qui veulent se mettre ensemble. Selon le pasteur Mathias Yedonou, la dot trouve son ancrage dans la Bible. L'origine, la dot est biblique. Nous avons vu le mariage d'Isaac. Le mariage d'Isaac, le papa, c'est le papa lui-même qui a demandé qu'on marie son garçon. Quand il a envoyé le plus ancien de son royaume, si je peux parler ainsi, il a demandé que tout ce qu'on va demander du côté de la femme, de son fils, que l'ancien puisse donner. Donc, c'est une façon de donner quelque chose pour garantir à la famille que la fille qu'on est en train de prendre sera en bonne main, sera en sécurité, sera entretenue. À en croire les traditionalistes, la portée symbolique de la dot dépasse les limites des deux époux. Et lorsqu'elle laisse un petit maillon de la chaîne familiale en rade, les conséquences peuvent être très fâcheuses.
Lorsqu'on partage tout, le sel est primordial. Toutes les tantes et les femmes au foyer dans cette famille doivent recevoir, même si c'est une portion incongrue. L'argent peut ne pas parvenir à tout le monde, mais le sel, tout le monde devra y goûter. Sinon, une fois au foyer, la nouvelle épouse pourrait avoir des problèmes de conception. En ce moment, les gens commencent par parler de sorcellerie d'une telle ou de telle. Pour Luc Bodea, évêque de l'Église catholique traditionnaliste du Brésil, la dot réduit et même anéantit de potentiels sorts ou maléfices à l'endroit des conjoints. Et tout ce qui est comme envoûtement, nuisance, sorcellerie, magie, exercer contre ce couple est partagé. Si les maléfices sont partagés, ce n'est pas la seule qui a pris cette dot-là. Même si le mauvais qui est autour de ces maléfices, c'est partagé. La nuisance est partagée. La nuisance est partagée, la nuisance est affaiblie. Donc le côté spirituel est vraiment fort dans le mariage catholique traditionnel célébré. Mais de nos jours, la dot a dépassé son symbolisme pour se mettre dans l'extravagance. Toute chose que déplorent Hilaire Bépon et Mathias Yedonou. Quand les gens font une dot avec voiture, avec tout ça là, c'est ce qu'on appelle une exagération. Et cette femme qui aussi accepte ça, c'est que arrivée là-bas, elle a des choses qui l'attendent. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en concubinage parce qu'ils ne sont pas prêts pour dépenser autant de sommes pour prendre une femme. L'autre conséquence, quand vous exigez ça des parents, vous vendez votre fille. Des comportements que les familles d'aujourd'hui doivent revisiter, voire toiletter pour faciliter les mariages et surtout leur durabilité. Voilà qui est dit. On en parlait depuis hier, du 17 au 28 août 2019. S'est tenue à Genève la conférence des parties de la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Une rencontre au cours de laquelle les parties ont renforcé les mesures de prévention de ces espèces, surtout le cas de l'éléphant d'Afrique. Massimin Djondo, directeur de BES ONG, membre de la partie béninoise à cette conférence, revient ici sur les grandes décisions. Les pays africains se sont regroupés au sein de ce que nous avons appelé la coalition pour l'éléphant d'Afrique. Et au sein de cette coalition pour l'éléphant d'Afrique, nous avons milité fortement pour que, pour une fois, l'Afrique parle d'une seule voix. Évidemment, on ne peut pas avoir tout le monde. On a eu quelques dissensions, mais on a pu travailler ensemble. Et je dis que pour une fois, depuis un certain nombre de COP, nous avons des résultats encourageants. Qu'est-ce que j'appelle résultats encourageants? Nous avons pu travailler toujours au sein de la coalition pour l'éléphant d'Afrique à empêcher la réouverture du commerce international d'ivoire. Cette réouverture a été initiée par les pays africains de l'Austral, c'est-à-dire la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud et autres, qui voudraient qu'on rouvre de nouveau le commerce international de l'ivoire. Mais heureusement, nous avons bataillé dur et nous avons pu dire non. Qu'est-ce qu'on a pu gagner aussi en étant ensemble? C'est que pour la première fois, on a interdit le commerce de l'éléphant en lui-même, c'est-à-dire quoi? Il est interdit maintenant de prendre un éléphant vivant de l'Afrique et de le transporter dans des zoos ou des parcs de loisirs en Europe. La seule dérogation qui a été faite, c'est que l'éléphant peut être transporté dans un autre cadre de conservation pour la survie de l'espèce. Mais comme on le voyait où on achetait à bout de bras des éléphants, très souvent pour l'envoyer en Chine et en autres, on n'a pu l'interdire. Qu'est-ce qu'on a pu gagner et de manière significative aussi, c'est que de par le constat qui est fait que le commerce de la peau, des sabots et autres organes du girafe arrive à menacer fortement l'espèce, on a pu travailler à inscrire en annexe de la girafe, c'est-à-dire que son commerce, ce qui est une forte avancée pour la sauvegarde de l'espèce. Qu'est-ce qu'on a pu gagner ensuite? Dans l'ensemble des 93 espèces ajoutées à Genève cette fois-ci, on a pu aussi travailler
pour la sauvegarde et la mise sur l'espèce et sur la naisse de certains raies et requins, en particulier le requin mako, qui est fortement menacé sur nos côtes. Les journalistes des départements du Koufo et du Mono ont reçu ce mardi 3 septembre 2019 une formation sur le fonctionnement de la justice au Bénin, organisée par le consortium formé par le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace C2AO et Grazide ONG. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du démarrage du projet d'appui à la justice PAGE. Compte rendu de l'atelier avec Jonas Bouchi. Mettre à contribution le professionnalisme des acteurs des médias du Mono-Koufo pour une justice de qualité, accessible à tous, tel est le but de cet atelier organisé par les responsables du projet d'appui à la justice PAJ, un projet que conduit le consortium formé par Gracide ONG et le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Au Bénin, les tribunaux de conciliation, qui sont des tribunaux de proximité aux justiciables, sont très peu fréquentés par les citoyens. Dans le même temps, les officiers de police judiciaire et les acteurs de la justice sont débordés. C'est pour cette raison que le consortium composé par le RESFECO Bénin et l'ONG Gracide a signé un contrat de subvention avec le ministère de la Justice et de la Législation pour la mise en œuvre du projet intitulé pour une justice de qualité accessible à tous. Le représentant du maire de Lokossa salue la clairvoyance des initiateurs d'un tel projet, car selon lui, il existe encore au Bénin des facteurs qui ne facilitent pas l'accès des populations à la justice. Les populations à faible niveau de revenus restent encore trop souvent dans des logiques de quasi-survie. Des juridictions ne sont pas rapprochées des justiciables. Le Bénin compte 77 communes alors qu'il existe à ce jour 14 tribunaux de première instance. Les tribunaux de première instance sont parfois très éloignés des populations qui sont appelées à les saisir. Le chargé de programme de Gracide ONG, Ambroise Tohenou, nous fait part de leur attente des professionnels des médias dans l'exécution du projet. Ce que nous entendons des professionnels des médias, c'est le relais d'information pour que dans leur zone de couverture, qu'ils puissent vraiment passer des émissions qui vont quand même permettre à cette communauté de savoir que la police fonctionne pour accompagner la communauté et est là pour le bien-être de tout le monde. Et que sa saisine est très simple et tout citoyen peut la saisir à tout moment. Financé par le 10e Fonds européen de développement, le projet d'appui à la justice s'est assigné entre autres priorités le renforcement de l'état de droit, la promotion de la démocratie et la lutte contre la corruption. Sport, la deuxième édition du championnat national du jeu de balle au tambourin a été lancée ce mercredi à Ouida par les responsables de la fédération et le représentant du maire de Ouida. Une édition à laquelle participent les catégories juniors et seniors. Laurent Toneikes pour le compte rendu. La ville historique de Ouida abrite la deuxième édition du championnat national de jeux de balle au tambourin. Les activités ont été lancées ce mercredi 4 septembre 2019 au Fort français de Ouida. Le jeu de balle au tambourin est une discipline sportive inconnue du grand public dont nous donne les précisions Thomas Tossoudan, président de la fédération béninoise. Le jeu de balle au tambourin n'est pas un jeu de contact. Ça se joue comme le tennis. Mais la différence entre le tennis et le jeu de balle au tambourin est qu'il n'y a pas de filet. Le jeu se joue avec le matériel que vous voyez dans leurs mains, qu'on appelle tambourin. Et c'est d'ailleurs le matériel qui a donné le nom à la discipline. Ça se joue avec un tennis, mais tennis basse pression, dépressurisé. Et le décompte diffère légèrement du décompte de tennis. Ici, ça ne se gagne pas au 7. Mais plutôt aux 13 jeux gagnants. C'est-à-dire la première équipe qui atteint 13 jeux a gagné le match. Et pour gagner une partie, il faut un décompte de 15 points et le premier à atteindre 60 points est le gagnant. Cette deuxième édition du championnat connaît la participation de plusieurs équipes venues de plusieurs villes du Bénin, dont 4 équipes juniors et des équipes seniors.
Pour le représentant du maire de Ouidah, c'est un honneur pour la ville d'accueillir toute une délégation dans le cadre de ce championnat. Il a remercié les responsables de la Fédération béninoise de jeux de balle au tambourin pour les efforts fournis en 3 ans d'existence. Au nom de Madame le maire de la commune de Ouidah, je peux vous rassurer que le conseil communal, sous le leadership de sa présidente, Madame Célestina Diadoum, prendra toutes les dispositions afin de mieux vous accompagner pour la pérennité de cette activité à Ouidah. Et comme toute activité sportive, je voudrais inviter chacun des joueurs au fair play. Aussi, faudra-t-il observer le principe de la souplesse dans le jeu qui fera de ce championnat une réussite. Je vous exhorte donc à présenter aux curieuses et aux curieux de cette nouvelle discipline du beau spectacle. Une équipe de la ville de Ouidah, dénommée Gléro United Sport, participe à ce championnat. Le jeu de balle au tambourin a été créé vers 1860 dans le Languedoc en France. Un sport qui sera à nouveau considéré comme une discipline olympique en 2024. Le Bénin est le seul pays africain qui le pratique. Les meilleurs de ce championnat national participeront à la compétition mondiale prévue pour décembre 2019 en Italie. Actualité en dehors du Bénin au Royaume-Uni, nouvelle journée décisive pour Boris Johnson, le Premier ministre britannique. La Chambre haute du Parlement britannique examine aujourd'hui une proposition de loi, un texte qui pourrait obliger le Premier ministre à demander à Bruxelles un report de 3 mois du Brexit. Hier, les députés ont adopté la loi pour repousser la sortie de l'UE et rejeter la demande d'élection anticipée de Boris Johnson. Nouvelle session cauchemardesque pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a connu hier une double défaite parlementaire. Privé de majorité, celui que l'on surnomme Bojo a d'abord vu ses plans de sortie de l'Union européenne remis en cause. Les parlementaires ont en effet adopté une loi l'obligeant à réclamer à Bruxelles un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020 si aucun accord n'est conclu avant la date prévue, autrement dit, le 31 octobre prochain. Une décision qui a poussé Boris Johnson à demander de nouvelles élections. Monsieur le Président, le gouvernement ne peut pas continuer à fonctionner si la Chambre des communes refuse d'adopter ce que le gouvernement propose. Et à mon avis, et de l'avis de ce gouvernement, il doit maintenant y avoir une élection le mardi 15 octobre et j'invite l'honorable député à répondre pour décider qui de nous deux ira en tant que Premier ministre à cet important Conseil de l'Union européenne le jeudi 17 octobre. Nouveau vote et nouvelle défaite pour Boris Johnson qui n'a obtenu que 298 voix, soit moins de la majorité des 2/3 nécessaires pour entériner ces nouvelles élections. Les élus travaillistes se sont abstenus, souhaitant d'abord avoir l'assurance que la proposition de loi sur le report du Brexit soit validée par la Chambre des Lords et l'assentiment royal. L'offre de l'élection aujourd'hui ressemble un peu à l'offre de la pomme à Blanche-Neige par la méchante reine, parce que ce qu'il offre n'est pas une pomme, ni même une élection, mais le poison d'un Brexit sans accord. Un choix qui a provoqué la colère de l'ancien maire de Londres. Il y a 48 heures, il scandait « Arrêtez le coup d'État, laissez le peuple voter ». Maintenant, il dit « Arrêtez les élections et empêchez le peuple de voter ». Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Je pense qu'il est le premier chef de l'opposition dans l'histoire démocratique de notre pays à refuser de participer à une élection. Monsieur le Président, la conclusion évidente est, je le crains, qu'il ne pense pas pouvoir gagner. J'exhorte ses collègues à réfléchir, cette nuit et au cours des prochains jours, à ce qui, à mon avis, constitue une position insoutenable. Seule éclaircie dans cet océan de mauvaises nouvelles pour le Premier ministre britannique, la plus haute instance d'Écosse a déclaré légale la suspension du Parlement très controversée proclamée fin août et qui doit débuter à partir du 9 septembre pour une durée de 5 semaines. Washington continue de faire pression sur Téhéran par le biais de leur envoyé spécial en Iran. Les États-Unis annoncent vouloir une récompense pour toute information permettant de perturber les opérations financières iraniennes. Aujourd'hui, le gouvernement des États-Unis intensifie sa campagne de pression maximale contre la République islamique d'Iran.
Tout d'abord, nous annonçons une récompense pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute personne qui nous aide à perturber les opérations financières du corps des gardiens de la Révolution et de la force Al-Quds en Iran. Aujourd'hui, les États-Unis prennent également des mesures radicales contre un réseau de pétrole à usage terroriste. Au cours des derniers mois, la force Al-Quds a exploité un réseau de transport de pétrole illicite. Ce réseau a transporté des centaines de millions de dollars de pétrole illicite. Cet argent est ensuite utilisé pour financer le terrorisme. Si vous regardez l'histoire, l'Iran ne revient jamais à la table des négociations sans pression diplomatique, sans isolement diplomatique, sans pressions économiques ou sans menace de recours à la force militaire. C'est tout simplement l'histoire. Nous continuerons donc, comme nous l'avons fait aujourd'hui, à nier les revenus du régime, à augmenter les coûts à cause de son comportement malveillant. Et nous pensons que cela permettra de créer l'atmosphère qui mènera éventuellement à des pourparlers, mais c'est une décision que les Iraniens doivent prendre. Les nouvelles annonces faites par les États-Unis compliquent la médiation française pour amorcer le dialogue entre Téhéran et Washington. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne en mai 2018, l'Iran cherche un interlocuteur pour négocier. Depuis quelques semaines, Paris semble jouer ce rôle. C'était l'un des objectifs d'Emmanuel Macron lors du G7 à Biarritz, faire revenir l'Iran à la table des négociations. Le président français a réussi son pari avec la présence du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, en marge du sommet. Tout en ménageant son allié américain, la France a décidé de prendre en main l'épineuse question du nucléaire iranien. Les décisions américaines des derniers mois ont mis beaucoup de pression et doivent nous mettre en situation d'améliorer justement la sécurité régionale de la région. Par cette coordination, nous avons pris une initiative hier qui a été de faire revenir le ministre des Affaires étrangères iranien. Il y a eu de nombreux échanges avec les ministres français qui ont permis justement de dessiner un chemin. Rien n'est fait. Les choses sont encore éminemment fragiles. Mais il y a des discussions qui se sont ainsi amorcées sur le plan technique avec véritablement des avancées. Depuis, les échanges entre la France et l'Iran se sont multipliés. En début de semaine, la visite surprise d'un émissaire iranien à Paris démontre l'intensité des discussions. Et lorsque Hassan Rouhani durcit le ton mardi dernier en refusant de négocier avec les États-Unis, c'est une nouvelle fois la France qui maintient la ligne de communication ouverte. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Cela reste très fragile. Mais on se parle avec une relative confiance. Le président de la République a senti que le président Trump était disposé à atténuer la stratégie de pression maximale, à trouver un itinéraire permettant d'aboutir à un deal. Toutefois, la France ne peut pas agir seule dans ce dossier. Emmanuel Macron doit obtenir le soutien de ses partenaires européens, ainsi que l'aval des puissances américaines et chinoises. Un délai qui ne satisfait pas vraiment les Iraniens. Téhéran, étouffé par les sanctions américaines, maintient la pression tout en reconnaissant la France comme son interlocuteur privilégié. Nous avons un cadre de négociation avec le gouvernement français pour une période de 5 mois, allant d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Mais les Français disent qu'ils vont discuter avec l'Europe, avec la Chine et avec d'autres pays, dont les États-Unis. Alors qu'Hassan Rouhani vient d'annoncer l'accélération de la reprise du programme d'enrichissement d'uranium, des négociations seront ouvertes entre l'Europe et l'Iran avant la fin de l'année. La République islamique réclame 15 milliards de dollars de crédit pour sauvegarder l'accord de Vienne et éviter une escalade des tensions dans le Golfe Persique. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.